si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence man. Essai de Christophe Domenici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le top man. Jean-Louis Le Maillot. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour et soyez les bienvenus pour la deuxième saison du Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien, tu as passé un bon été olympique? Très très bien, oui. Bon. Alors oui, deuxième saison, est-ce que ce sera celle de la confirmation? En tout cas, on espère jouer le haut du classement et pas la relégation. Puisqu'on file la métaphore, pendant la trêve, on a joué un peu à l'extérieur, pendant notre prépa, chez les copains du Pitch était presque parfait. Ouais, ils nous ont gentiment invités à participer à leur collection Femmes de cinéma, donc allez vite écouter ça, on mettra le lien en description. Le sport va chercher la peur pour la dominer. Encore une phrase de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes et visiblement amateur de punchline. Alors Halloween oblige, aujourd'hui on va se faire peur, et pas n'importe comment. On a dû se challenger pour vous trouver des films de sport d'horreur. Ou d'horreur de sport. Ouais, ça n'a pas été simple. Non. Oui, donc dans ce sous-genre de sous-genre, en fait, il a été quasi impossible de trouver des films d'horreur sérieux, on va dire. C'est pourquoi, même si notre analyse sera détaillée et rigoureuse... Comme d'hab, hein. Oui. Ce numéro 12... Ah, ça c'est tombé presque sur le 13. Ah, c'est vrai, ouais, ça aurait pu. Ce numéro 12 aura de faux airs de Quelle purge, l'épisode 9 de notre saison 1, qu'on vous invite à écouter si c'est pas fait, avec pas mal de nanars, on va pas se le cacher, quoi. Mais pas seulement, on vous rassure, on va aussi lister comment le sport prend place dans le cinéma horrifique via des scènes, des lieux, des accessoires. Et puis, on inclut aussi les films d'angoisse plus que d'horreur. Alors, enfilez vos plus beaux costumes de loup-garou footballeur ou de gymnaste zombie. On vous emmène chercher des friandises du 7e art. C'est Halloween. Tu vois, win comme la victoire. Tu vois, ça doit être. Voilà. Oui. Des bonbons ou un sport? Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? Alors c'est marrant, tout à l'heure tu parlais des déguisements de sport d'Halloween et ça me fait penser, pour l'après-midi Halloween qu'on a faite à l'école, j'ai une élève qui était en danseuse zombie. Donc ça m'a fait penser au Ciné Sporting Club. Donc je pense à elle, je dis pas son prénom, de toute façon elle écoute certainement pas ce podcast. En tout cas on l'espère. Elle a 7 ans, donc il vaut mieux pas. Voilà. Donc Fabien, tu vas nous parler ta première proposition donc de film d'horreur de sport. Oui, alors il s'agit de Blood Games de Tania Rosenberg, un film de 1990. Alors oui, c'est une femme à la réalisation pour un film d'horreur et de sport. Alors autant dire qu'on attaque fort. Oui. Alors hélas, Tania Rosenberg, elle aura pas d'autres occasions d'exprimer son talent. Alors on va voir si c'est la faute à ce film. Alors, bon, déjà pour commencer, n'allez pas voir la fiche Sens Critique. Le pitch est entièrement faux. Ce qu'on n'a pas souvent capté, mais oui, alors que ça Sens Critique sont quand même connus pour leur sérieux. En général, c'est plutôt sérieux, ouais. Alors, comme au CSC, on regarde des films, on va rétablir pour vous la vérité. Alors, Blood Games, il démarre en pleine partie de baseball ou de softball, on a un peu du mal à identifier la chose. Un match entre des rednecks bas de plafond qui fêtent l'anniversaire d'un des leurs, qui s'appelle Roy. Ceux qui votent un certain blond. Ouais, voilà, avec des casquettes rouges, on va dire. Voilà. Et donc, cette équipe qui fête l'anniversaire de Roy joue face à une équipe de jolies filles qui sont en petite tenue. Oui, voilà. Alors, visiblement, c'est le type de prestations qui sont proposées pour animer un anniversaire, en tout cas à l'époque aux États-Unis. D'accord. D'ailleurs, l'ambiance, elle est très 70s, même si on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se déroule. Enfin bon, voilà. Les filles, forcément, ridiculisent les bouseux, et ces derniers, vexés, jouent les mauvais perdants et refusent d'honorer leur pari. Parce qu'il y avait une histoire de... Encore un truc qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les élections. Oui, voilà. On est toujours dans cet état d'esprit. Alors, le coach de ces dames, parce que oui, tu te doutes bien, c'est un mec qui gère l'affaire, il veut récupérer son dû, la situation dégénère, et le Roy, dont c'était la Nive, là, au début, il se retrouve écrasé par le bus de l'équipe féminine.
Alors ça débute alors une chasse à l'homme, ou devrais-je dire une chasse à la femme, au travers de la région des Pécores. Alors d'abord traquées, les filles décident ensuite de contre-attaquer, rendant ce bon film de série B plutôt agréable, hein, et même un petit peu jouissif grâce à ces personnages de meufs badass, filmés par une femme, hein, je le rappelle, et qui ne fait pas de concession à l'horreur. Hein. On a quand même une scène de viol collectif qui vire au carnage, avec moult ralentis. Oui, j'imagine les effusions d'hémoglobine à outrance. Tout le temps, voilà. On est un petit peu déçu que Tanya Rosenberg n'ait pas eu l'occasion de montrer ce qu'elle sait faire, en tout cas ce qu'elle sait faire d'autre, parce qu'avec Blood Games, elle nous propose quand même un bon film de revanche que Tarantino doit sûrement posséder dans sa collection de références. C'est clair. Alors, à ton tour, Romain, de nous parler d'un film d'horreur de sport que tu as vu. Alors bon, pour cette fois, je vais vous parler d'un film de boules. Oh. Bande de petits polissons. Je parlais au sens propre. Un film sur le bowling, évidemment. Ah. Non, mais voyons, enfin... Mais bon, on peut retenir l'idée pour un prochain épisode, non? À réfléchir. Il y a un vrai débat si on peut considérer ça comme des films de sport. Hein, parce il y a une performance physique. Hein, on est d'accord. Ressaisissons-nous. Donc je vais vous parler d'un film d'horreur, hein, cette fois, donc de 2008, qui tourne autour du bowling. Et ce film s'appelle Gutterballs, de Ryan Nicholson. Alors aucun lien avec Jack. Hein. Alors oui, qu'on le veuille ou non, même si chez nous français on l'associe plutôt à un loisir des samedis soirs entre amis, le bowling c'est bien un sport, hein, au même titre que la pétanque ou le curling, hein, finalement. Donc Nicholson, le réalisateur, était un maquilleur canadien qui bossait sur les effets spéciaux et qui a bossé notamment sur les plateaux d'X-Files, Stargate ou encore les chroniques de Riddick. Et il s'est tenté à la réalisation de films de genre. Il réalise entre autres ce film, donc Gutterballs, qu'on peut traduire par boule de gouttière, hein, oui, okay. Qui se veut hommage des slasher movies des années 80. Alors en effet, il reprend les codes de ce sous-genre avec un tueur psychopathe masqué. Alors je précise, il est masqué d'un sac de bowling, tu vois. C'est cohérent. Voilà. Donc il est nommé BBK et il va s'incruster à une soirée bowling entre deux équipes et il va user de son imagination pour éliminer un à un les membres jusqu'à faire un gros strike. Alors on a aussi une musique omniprésente et très redondante, des scènes de sexe outrancières et des meurtres à la chaîne, tous aussi gore, brutaux et inventifs les uns que les autres. Et je mets les meurtres et les scènes de sexe dans le même panier, quoi. D'accord. Bref, c'est du grand n'importe quoi et du vraiment too much pendant 1h30. C'est une véritable orgie sanglante, quoi. Hein, et pour donner quelques exemples, alors les âmes sensibles, hein, vous éloignez. Non, mais je sors, là. Non, vas-y, reviens. D'accord. Il y a quand même un viol à coups de quilles taillé en pointe, une fellation de quilles forcée, un défonçage de crâne dans la machine à cirer les boules, celui-là il est très drôle. D'autres défonçages de crâne à coups de quilles, évidemment, des têtes arrachées, un membre coupé, je ne citerai pas lequel, vous m'avez compris, un étouffement sur une certaine position sexuelle tête bêche, que je ne citerai pas non plus, car vous êtes visiblement très cultivé en la matière. Peut-être un chiffre. Ouais, voilà. Et des tas d'autres trouvailles bien croustillantes. Bon, en gros, beaucoup de sang, beaucoup de sexe, beaucoup de seins, voilà. Oui. Et littéralement jusqu'au dégoût, quoi. Hein. Mais il y a pire que toutes ces horreurs, finalement, dans ce film. Il y a le jeu des acteurs, qui est totalement exaspérant, il faut le dire. Les dialogues, alors c'est hyper vulgaire, ils se résument à tous les jurons existants. Alors en anglais, ça fait un seul. Oui, un seul. Mais bon, mais qu'on entend vraiment à outrance, quoi. Et un scénario écrit sur un post-it, hein, sûrement. Et une photographie bien crasseuse, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les films d'horreur à très bas budget des années 80. Bon, on est d'accord, on a tous les ingrédients d'un bon gros nanar. Hein, d'accord. On est des spécialistes maintenant. Et côté sport, me direz-vous, parce qu'on doit parler de ça quand même, ça se passe dans un bowling. On a les accessoires. Ouais. Et voilà, quoi, c'est tout. Donc ça coche presque toutes les cases. Ouais. Donc si vous voulez regarder du bowling et éventuellement améliorer vos effets spin pour impressionner vos amis en enchaînant les strikes, c'est pas forcément le film à voir. Je vous conseille plutôt d'aller vous entraîner dans une salle en prenant quand même garde au serial killer. Oh mon salaud. Ouais. Mais Mino, je t'avais dit de ne pas parier contre mes petites. Et félicitations, coach. Les gamines savent remuer leurs fesses et leurs nibards comme il faut. J'ai pas à me plaindre, elles ont compris comment mater les gros bras qui ont rien dans la tronche. Alors maintenant qu'on est bien chaud, hein, Fabien, tu vas nous présenter ton deuxième film et on va parler d'un film français, une fois n'est pas coutume. Et oui, Cocorico. Alors c'est un film français, mais quand même avec un titre anglais, parce que je vais vous parler de Goal of the Dead. C'est plus vendeur, quoi. Oui, c'est mieux. Qui date de 2014 et qui a été réalisé par Thierry Poirot et Benjamin Rocher. Alors, le premier, il a notamment réalisé Atomic Circus, et le second a co-réalisé La Horde en 2010, donc un film de genre, ou les deux films anti-gang. D'accord. Bon, voilà, les deux sont habitués des films d'action et ou horreur à la française.
Le film sort 3 ans après le rachat du Paris Saint-Germain par QSI, coïncidence, le fonds d'investissement qatari, qui va permettre au club parisien donc, de tout gagner, en tout cas en France. Voilà. Et Gone of the Dead, ça nous raconte l'histoire du club fictif, bien entendu, de l'Olympique de Paris. Ah, ça c'est énorme. Ça c'est ouais. C'est un peu large. C'est bien vu. Voilà. Tout le monde se retrouve. On croise personne. Et ce gros club, donc, il va se déplacer à Cap-Longue, un bled paumé, lui aussi fictif. Ouais, c'est marrant, ça me parle en plus comme nom. Ça fait nom de ville du sud. C'est vrai, ouais. Alors, apparemment, c'est plutôt dans le nord de On va se baigner à Cap-Longue. À Cap-Longue, oui. Et donc, ce match qui va opposer les deux équipes fait un peu office de jubilé de la vedette sur le déclin, qui est joué par Alban Lenoir. Mais pendant la rencontre, les supporters locaux vont commencer à avoir un comportement étrange et deviennent peu à peu désenragés. Finalement, ça change pas vraiment de la réalité. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit flou au début de qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et à ce moment-là, les joueurs vont devoir survivre, chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Alors, particularité du film, il se découpe en 2 volets, ou mi-temps, selon les réalisateurs. Chacun des volets fait un peu plus d'1 heure chacun. Et ils ont été tournés avec 2 équipes différentes qui ont été dirigées chacun par un des 2 réels. Ouais, c'est un film à sketch, quoi. Presque. Alors, ouais, exactement. Ouais, ça fait presque ça, voilà. Alors, ce format est un peu spécial. Alors, il a ses défauts, mais il fonctionne pas si mal, quoi. Parce que le premier, il est un petit peu long, parce que en gros, il couvre la mise en place des personnages, ce qui va prendre un petit peu de temps et un peu cliché sur les personnages des footballeurs, voilà, un peu tous les types de joueurs, donc des caricatures de joueurs, de supporters, etc. Ouais. Mais ça couvre quand même la première partie du début de l'infection, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, la seconde, elle est carrément en mode survival à fond, et c'est forcément bien plus rythmé. Tous les acteurs d'ailleurs se régalent et ça se voit. Alors, pour parler sport, Alban Lenoir, un acteur qu'on qualifie volontiers de physique en général, mais que je trouve moi toujours assez drôle. Il a joué dans Kaamelott notamment. Mais aussi, alors tous les autres acteurs principaux, ils se sont entraînés avec les Hyènes du 18e. Okay. En réalité, c'est l'équipe de futsal de SoFoot, le magazine, et qui ont servi en fait de référent foot pendant le film. Et ça se voit car ils jonglent en permanence entre commentaires de footeux et phrases de films de genre, rendant ainsi hommage au sport, mais aussi à ce cinéma très marginal, en tout cas en France. Vous ne l'aurez pas manqué, le titre lui-même est un gros clin d'œil à Shaun of the Dead, la comédie horrifique anglaise d'Edgar Wright. Dont on parlera un petit peu plus. Exactement, et qui était sorti 10 ans plus tôt. D'ailleurs, tout le film est truffé de clins d'œil au cinéma de genre, et c'est vraiment sympa à découvrir et à essayer de trouver ces petites pépites. Bref, c'est une comédie d'horreur basée sur le sport. Le pari, déjà, il était osé, et il s'inscrit dans cette vague des films français de genre qui est née dans les années 2000-2010 et qui a aujourd'hui atteint une certaine maturité. Ouais, c'est bien fun, quoi. Exactement, je recommande. Alors Romain, tu vas nous parler de Varsity Blood, je crois. Alors, à la base, je devais vous parler de Varsity Blood, mais ouais, je te fais un petit contre-pied. Je voulais donc vous parler de Varsity Blood, un film de Jack Elgren de 2014, qui met en scène une équipe de lycée de foot américain et de cheerleaders qui font une soirée Halloween qui est très vite gâchée par un tueur déguisé en mascotte du lycée. Elle est même pas mignonne, en plus, on dirait un pauvre déguisement d'Indien pour enfants. Donc bon, hormis ce détail, je t'avoue que le film manque d'originalité et présente pas de grand intérêt, même pour déconner, tu vois. Mais du coup, alors... Du coup, j'ai trouvé mieux, Fabien, et j'ai une surprise pour toi. Je t'ai déniché un film d'horreur de bagnole. C'est un peu mon anime. Voilà, c'est ça. Je triche un peu, car il s'agit d'un téléfilm qui est produit par la chaîne Sci-Fi, mais bon, on va s'en contenter, parce que c'était une belle trouvaille. Ah oui, on prend. Voilà, donc c'était un téléfilm de 2009 qui s'appelle Phantom Racer, réalisé par Terry Ingram. Alors bon, on est encore sur du nanar, tu l'auras compris, mais je pense qu'il se prend au sérieux, donc t'imagines encore plus la tristesse du truc. J'ai encore plus envie de voilà. Donc bon, c'est l'histoire d'un pilote de course, alors course type stock car, quoi, tu vois, américaine, qui se retrouve impliqué dans un accident lors d'un Grand Prix, dans lequel un de ses concurrents va mourir, ne lui laissant qu'un lourd sentiment de culpabilité. Après ça, il abandonne sa vie de pilote pour être garagiste, voilà, toujours rongé par ses remords. Voilà. Et 17 ans plus tard, il retourne dans sa ville natale et se rend compte que la fameuse bagnole de son rival a été restaurée. Voilà. Donc tu vois la bagnole bien rouge avec des stickers noirs sur les portières, des vitres teintées noires, bref, voilà. Mais du coup, il la sent pas, quoi. Tu vois, mais c'est le seul à pas la sentir, tu vois. Oui, bien sûr.
Mais il a dû faire notre héros car il s'avère que les morts vont s'enchaîner autour de la voiture et ses doutes se confirment. La voiture est bien possédée par le fantôme de son ex-rival. Ah, j'adore. Voilà. Donc s'ensuit alors une traque mutuelle entre la voiture et le héros. Le héros il veut finir la voiture veut fumer le héros. Bref, pour arriver à ses fins, donc cette vilaine Titine, qu'on peut d'ailleurs identifier avec... peut-être un hommage à Christine, le film d'horreur, Ouais, voilà. complètement, oui. Même si là il s'agit d'une voiture de sport, quoi. Voilà. Donc pour arriver à ses fins, elle se contente pas uniquement de rouler sur ses victimes, sinon ce serait pas rigolo, car elle est dorénavant tunée en fait pour devenir un vrai couteau suisse mortel, quoi. Donc il y a des gadgets à 2 balles sur la bagnole pour élargir son éventail de meurtres. Donc tu vois, t'imagines des lames qui sortent de nulle part, des rasoirs qui sortent des essuie-glaces. Il y a quand même un mec qui se fait zigouiller parce qu'il a il est sur le capot de la bagnole et elle active les essuie-glaces avec des rasoirs. Bon bref, c'est James Bond un peu, des ceintures de sécurité qui entravent les victimes. Ça aussi, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire où t'as une nana qui veut voir à travers la fenêtre de la voiture pour voir si elle constate qu'il n'y a pas de pilote et en fait elle se fait littéralement aspirer dans la voiture, tu vois, par les ceintures et tout ça. Enfin bon bref, c'est assez drôle. Donc autre détail risible, la voiture elle repart toujours sous un terrible crissement de pneus, avec quoi semble mixer un espèce de cri guttural de monstre sauvage, tu vois, genre, tu vois. Alors en plus on a souvent le cri de terreur de la victime, tu vois, bien stressant, bien strident, qui est mélangé au crissement de pneus. Donc je te dis pas comme c'est strident, quoi, c'est à la limite du supportable. Bref. Pour combattre la méchante voiture, le héros il va finalement renfiler les gants pour ressortir sa caisse verte, donc un peu la rivale aussi, donc de sport. Gentil. Ouais, voilà, la gentille, c'est ça. Ouais. Pour chasser donc l'autre voiture. Et ça justifie donc quelques scènes de course-poursuite en ligne droite, sans grand intérêt. Voilà, ni même sans éloge au sport mécanique, tu l'auras compris. Pas de budget cascade. Non, voilà. Ensuite, après avoir cru 3 ou 4 fois s'être débarrassé de la choupette meurtrière, alors notamment en la balançant dans la mer, et tu parlais des effets spéciaux, en fait, faut voir la scène où il la balance dans la mer, c'est que visiblement ils n'avaient pas de bagnole à balancer dans la mer, donc ils ont fait un espèce d'effet spécial à l'ordi vraiment très mal foutu. Donc ça, c'est affreux. Et ou en la brûlant à coups d'essence, bref, ils y arrivent pas. Finalement, donc le héros, accompagné de ses 2 copines, il va finalement venir à bout d'elle en la mettant dans la presse d'une casse. Voilà, c'est radical, c'est ça. Donc c'est pas ce qu'on fait de mieux en film de sport méca, ni même en film d'horreur, mais je pense que j'ai titillé quand même ta curiosité. Ah, moi je vais y aller, je sais pas vous, mais... Voilà, en tout cas ça aurait pu passer, mais en épisode de chair de poule plutôt. D'accord. Il se passe quelque chose de pas normal. Il y a un genre d'émeute. Ils brûlent les voitures, j'ai l'impression. Ouais, vu l'arbitrage, fallait s'y attendre. Vous l'aurez compris, trouver des films horrifiques sportifs n'est pas sans difficulté. Ah non. Mais lors de nos recherches, une chose nous a sauté aux yeux. Certes, le sport est rarement le sujet central d'un film d'horreur, en revanche, il est très présent dans ce type de film sous différentes formes. Oui, on va vous lister des accessoires, des vêtements ou des lieux de sport qui sont utilisés dans les films d'épouvante. Alors vous allez voir, certains sont cultes et d'autres vont vous surprendre. Voilà, lâche doucement cette raquette de ping-pong, s'il te plaît. Ok. Le film d'horreur, et notamment le slasher, a des liens étroits avec les teen movies. L'action se passant très souvent au sein d'une fac, avec une bande de jeunes fêtards qui se fait zigouiller. Oui, et c'est donc récurrent de revoir les personnages clichés du footballeur américain écervelé et de sa bombasse de copine cheerleader, et ils survivent d'ailleurs jamais dans ces films. Et quand je pense aux victimes de films d'horreur, l'image qui revient souvent, et je pense que vous aussi, c'est celle du jeune vêtu du blazer bleu et jaune floqué du nom de la fac. Ouais, carrément. On peut aussi souvent voir se dérouler des scènes dans une enceinte sportive de la fac. Un stade, un gymnase, une piscine, car le sport est indissociable des études aux États-Unis, surtout au cinéma. Oui. Alors côté accessoires, je vais commencer avec du lourd aussi. Donc on a le célèbre tueur Jason de la saga Vendredi 13 et son masque de gardien de hockey. Alors, même si aujourd'hui ce masque est indissociable du fameux tueur à la machette, il faut savoir que Jason ne commence à le porter qu'à partir du 3e opus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et avant cela, il arbore un simple sac à patates troué. Voilà, on a fait plus sportif comme référence. Voilà. Mais il n'y a pas une volonté de rendre hommage au sport, évidemment, même si en fait le masque à la base, si on revoit la scène, il le pique à un joueur de hockey, avant de tuer sa femme, enfin sa copine. Mais du coup, en fait, voilà, moi je pense que c'est l'esthétique assez effrayante des masques de hockey de l'époque qui convenait bien pour coller les miquettes. Et c'est devenu, ce masque de hockey de Jason, un objet culte et même iconique du film d'horreur, quoi. Mais je sais pas s'il faisait aussi peur avant le film. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, voilà. Je me demande Est-ce que si, finalement on l'a pas associé l'un a alimenté l'autre, quoi. Mais c'est vrai qu'il est un peu flippant, il fait un peu penser aussi à celui du silence des agneaux, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, donc voilà, donc tout le monde l'a en tête de toute façon, et même sans avoir vu un seul Vendredi 13, quoi.
Dans la série des accessoires de sport un peu originaux utilisés dans les films d'horreur, dans Le Manoir Hanté, celui de 1983 de Pete Walker, qui est mine de rien un film avec un gros casting. Alors, entre autres, il y a Monsieur Christopher Lee, de Sandman, Peter Cushing dans Star Wars, qui est grand moff de l'Empire, dans le vrai Star Wars, je précise, et John Carradine, qui a pas fait donc que des westerns. Il y a un des persos, alors je vous dévoile pas tout, qui est tué avec des fléchettes. Voilà. Alors, ça demande quand même une certaine pugnacité. Ouais, c'est clair. Mais c'est un petit accessoire de sport tout de même. Ça fonctionne. Alors, autre accessoire de sport, et alors celui-là il est assez original d'ailleurs, dans Deadly Friend, l'ami mortel de Wes Craven, sur lui-même, à qui on doit quand même Freddy, Scream, La colline des yeux, le premier, La colline des yeux. Si. Donc dans ce film, c'est l'histoire donc d'une femme dans le coma qui se fait greffer un processeur dans le cerveau et ça va la réanimer, mais surtout la transformer en tueuse. Voilà, donc Elon Musk, t'es prévenu, quoi. Donc c'est pas un film de sport, mais il y a une scène qui m'a particulièrement marqué et fait mourir de rire d'ailleurs. Donc il y a une vieille dame jouée par Anne Ramsey, tu vois, c'est la Mama Fratelli dans les Goonies. Oh oui, d'accord. Sa tête de bulldog là, tu vois. Ouais, ça veut dire. Et donc cette femme, elle se rend compte pendant la nuit que quelqu'un a fait intrusion chez elle, et donc elle sort son vieux fusil. Bon, on est aux États-Unis, tout le monde a un fusil chez soi, voilà. Et elle se retrouvera finalement acculée par la tueuse blonde possédée qui va ramasser un ballon de basket et lui faire une passe laser in your face qui va littéralement lui éclater la tête. Ah ouais, non, j'exagère rien, sa tête elle explose, paf, la pastèque. Ok. Alors là, je vais pas parler d'un accessoire, mais d'un lieu. Dans Destination Finale 4 de 2009, de David Ellis. Alors, comme dans toute la franchise, si vous connaissez, la scène d'intro, en général, c'est une orgie de morts de toutes sortes, en un très très court laps de temps. Alors là, la boucherie, elle se déroule lors d'une course de NASCAR qui dégénère à cause d'un tournevis oublié sur une voiture. L'étourdi mécanicien. Ouais. L'accident prend une tournure hors norme où les spectateurs tentent de fuir une tribune qui s'écroule pendant que les voitures se crachent les unes dans les autres sans que cela ne cesse jamais. C'est n'importe quoi. Expulsant divers éléments mécaniques, tous plus mortellement ingénieux les uns que les autres, et qui atterrissent sur ou à travers les victimes de manière extrêmement créative. Ouais, d'ailleurs, dans la scène, on sent qu'ils connaissent pas la safety car en NASCAR, en fait. Non, ça ne s'arrête pas. On laisse les voitures s'empiler. Voilà. Alors, quand vous allez voir une course de sport mécanique, sur vos tickets, il est toujours inscrit « Motorsport is dangerous ». Maintenant, vous savez pourquoi. Alors, après cette parenthèse sur un lieu, on va revenir sur les accessoires. Parce que dans les films ou séries d'horreur, et notamment de zombies, l'accessoire de sport n'est pas un moyen de défense à négliger. Si dans votre garage, vous avez une vieille batte de baseball, par exemple, ou un club de golf, il pourra trouver sa place dans votre sac de survivaliste. Finalement, ça met en lumière une petite nuance où on verrait l'accessoire de sport plutôt comme un élément salvateur pour les victimes et non pas comme l'arme du tueur. C'est vrai. Sûrement pour le côté anodin de l'objet, d'ailleurs. Dans un moment de panique, il y a plus de chances de trouver une batte dans un garage qu'un fusil à pompe, en tout cas en France. Il y a encore une batte de baseball en France. Oui, encore, c'est vrai. Mélangé à une efficacité sans faille, puisque c'est un objet pensé pour être ergonomique, puissant, bref, voilà. Bon, après, j'attends toujours de voir un film où on se défend avec un ruban de gymnastique rythmique, mais bon, je pose l'idée là quand même. On vous la donne. Alors pour donner quelques exemples, on peut parler de Bienvenue à Zombieland, de Ruben Fleischer, de 2008, et où on voit Woody Harrelson muni d'une batte de baseball faire un swing surpuissant dans la tête d'un zombie. Batte qu'on retrouve dans tellement de films d'ailleurs, parce qu'il y a 28 jours plus tard, Je suis une légende, ou ça, voilà, pour ne citer que. Alors, même technique que la batte, mais sport différent, un peu plus british, dans Shaun of the Dead, géniale comédie horrifique de 2004 de Edgar Wright, avec Simon Pegg, qui utilise une belle batte de cricket pour arracher les têtes de zombies. Le côté british. Voilà. On peut également citer la batte de Negan dans la série The Walking Dead, célèbre au point d'avoir un prénom, Lucille, et joliment décorée de fils barbelés. Alors, plus rare, la crosse du jeu de lacrosse. Oui. Dans All Cheerleaders Die de 2013, qui est d'ailleurs très marrant comme film, et ça c'est vraiment pour les puristes nord-américains. Hey asshole! You fucking do this? You cut my friend's fucking head off? Fucking cocksucker! Take off that fucking mask, you prick! I wanna see your fucking face! To beat into a fucking pulp! Who the fuck are you? I'm gonna fucking kill you!
Alors après avoir passé en revue la place du sport un peu timide dans les films d'horreur, Fabien, c'est le moment de En tribune dans ton canapé avec ta recommandation. Oui, alors pas un film d'horreur, plutôt un film d'angoisse. C'est Fall, donc comme la chute en anglais, de 2022 de Scott Mann. Alors, l'intrigue, elle est simple. Deux amis fans d'escalade extrême. Alors, je précise, dont l'une traumatisée par la mort de son copain en montagne et qui ne veut plus escalader à nouveau, mais qui va se laisser convaincre. Bon, t'as compris. Donc, ces deux amis, elles décident de grimper une tour de communication abandonnée de plus de 600 mètres, qui existe, je précise, plantée au milieu du désert. Arrivée en haut, l'échelle par laquelle elle est montée, elle se casse la gueule et elle se retrouve coincée comme deux truffes. Voilà, bon. Alors, elles ont bien entendu prévenu personne, parce que c'est illégal ce qu'elles font. Et visiblement, quand on est trop haut, les téléphones ne captent plus. Oui, alors faut accepter ça, parce que sinon il n'y a pas de fil. Voilà. C'est clair. Alors, c'est peut-être pas le bon opérateur aussi, l'antenne. Voilà, il faut peut-être revoir son forfait. Comme je disais, on n'est pas dans l'horreur à proprement parler, on est dans le film d'angoisse type survival encore. Par exemple, Buried, mais avec deux personnes, quoi. À part qu'au lieu d'être enterré, on est bloqué au-dessus du vide. Alors, ça casse pas des briques avec des personnages caricaturaux, un scénario attendu, mais quoique. Mais ça fait le boulot, et surtout, ça n'a d'intérêt que si vous êtes sujet au vertige, comme moi. Sinon, voilà. Alors, dans ce cas-là, les mains moites, les sueurs froides, tout est bien là. Pour ça, c'est bien fait. Donc, si c'est votre cas, allez y jeter un œil, parce que franchement, réussir à créer de la tension avec quasiment, en fait, un seul décor, c'est plutôt une jolie réussite. Alors on arrive presque à la fin de cet épisode spécial Halloween, mais vous allez voir que pour la deuxième saison du Ciné Sporting Club, on va innover un peu, on va tester des nouveaux trucs, et Fabien, apparemment, tu m'as fait la surprise d'avoir un jeu pour moi. Ouais, alors je t'ai préparé un petit jeu de devinettes. En gros, je vais te donner des phrases, et tu vas devoir me dire si elles sont issues d'un film d'horreur, ou si c'est des phrases de sportifs. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, on peut avoir des liens. Ah ouais, d'accord. Allez, courage. Vas-y, on se lance. Alors, je commence par la première. Quel que soit le vainqueur, nous sommes tous perdants. Horreur ou sport? Ça peut être les deux, c'est clair. Moi, je dirais horreur quand même. Ok, bien cliché, bien vu. En fait, il s'agit de la baseline de Alien contre Predator. D'accord. Le premier. Pas mal. Pour la suite, je veux son cœur, je veux manger ses enfants. Ça a l'air tellement énorme. J'ai envie de dire sport, mais bon. Je vois vraiment pas. Ah ouais, peut-être dans un truc de genre de MMA ou quoi. Ouais, pas loin. Bien sûr. En fait, c'est une phrase de Mike Tyson. Pas de surprise. C'est des propos qu'il a tenus lors d'une conférence de presse à l'issue d'un combat, juste après avoir défié Lennox Lewis. Énorme. Voilà. Ouais, ça fait peur, j'avoue. Pour la suite aussi, attention, c'est pas simple. Je jure devant Dieu, je vais te foutre cette balle dans la gorge. Allez, je vais dire film d'horreur. Non. Là, c'est une phrase de Serena Williams, donc en tennis, lors d'un match de l'US Open de 2009. Elle s'est adressée comme ça à la juge de ligne qu'elle contestait, quoi. Faut pas l'énerver, la Serena. Ensuite, alors, c'est un peu traduit de l'anglais, mais je te l'ai dit d'abord en français. Bienvenue aux heures de grande écoute, salope. En anglais, welcome to primetime, bitch. Peut-être ça va plus te venir en anglais. Ouais, je veux dire film d'horreur. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui ont dû le reconnaître parce qu'elle est connue, quand même, la phrase, c'est dans Freddy 3. Ah, d'accord, ok. Ah, ouais. Ok. Ça fait un bail, les Freddy. Oui, c'est ça. Et alors, un petit dernier, je vais te foutre en l'air, j'ai attendu longtemps pour te faire mal. Allez, encore un sport. Ouais, c'est ça. Alors, un poète en football, Roy Keane. Ah bah oui. Alors, il a dû en avoir d'autres. Alors, le contexte, il a dit ça à Alf Inge Haaland, le père de Erling Haaland, juste avant de lui faire une faute violente qui a fini par mettre... Ah d'accord, donc ça a arrêté la carrière du père d'Haaland. Ah oui, c'était prémédité et... Il avait annoncé, voilà. Ouf, c'est chaud. Allez, un petit dernier comme ça, que la partie commence. Que la partie commence, voilà. Ouais, allez, film d'horreur, ça fait bien. C'est le début de Saw. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, merci d'avoir participé. Ah bah merci à toi. J'espère que vous avez joué chez vous et que vous en avez trouvé. Vous nous le dites, n'hésitez pas. On vous en prépare d'autres pour les prochains épisodes, en tout cas. Donc, merci Fabien. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de la deuxième saison. Alors, on espère que ça continue de vous plaire et que vous faites toujours partie de l'équipe du CSC. En tout cas, nous, ça nous plaît et ça nous a manqué, quoi. Ouais, on est grave content de revenir.
Voilà. Et puis, alors, n'oubliez pas, hein, vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux. On va les répéter, il y a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi. Et puis, la question traditionnelle, vous vous en souvenez. Alors, quel sport aimeriez-vous voir traité en film d'horreur? Et vous pouvez même préciser l'accessoire utilisé par le tueur. Ouais, faites-vous plaisir là-dessus. Et puis, avant de vous dire au revoir, on a une actu sympa à vous annoncer. On démarre une collaboration avec Radio Fréquence Méditerranée de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Ils vont diffuser nos épisodes dans leur talk sport du lundi soir, 19h, d'ici quelques semaines. Donc, restez connectés et bien sûr, on vous tiendra informés. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve donc pour le 13e épisode du Ciné Sporting Club. À bientôt. À bientôt.